Seo Ji-hoon, employé de bureau, termine son travail en annonçant qu'il rentre chez lui, mais son collègue l'arrête soudainement en l'appelant par son titre, assistant manager Soo Ji-jun. Il lui rappelle le dîner d'entreprise que tout le monde attendait avec impatience, puis l'attrape fermement par le cou pour l'empêcher de partir, désapprouvant l'idée de son absence et insistant sur le fait que l'ambiance ne serait pas complète sans lui. Pendant ce temps, deux de leurs collègues murmuraient que Ji-hoon allait sécher le dîner et passer la nuit seul. Ji-hoon pense intérieurement avec ressentiment que ces événements ne sont que pour les personnes qui les apprécient, et qu'ils peuvent très bien s'en passer. Il se rappelle l'image de son bureau recouvert de montagnes de paperasse et réalise que si la charge de travail n'était pas si énorme, les choses seraient différentes. Ils étaient tous coincés à faire des heures supplémentaires jour après jour, et aujourd'hui était la première fois qu'il pouvait partir à l'heure, ayant atteint son point de rupture. Soudain, sa collègue, la secrétaire Lee Ji-hoon, pose une main sur son épaule et lui dit qu'elle comprend sa situation, reconnaissant qu'ils ont tous travaillé jusqu'à l'épuisement et qu'elle sait combien c'est difficile. Ji-hoon se sent soulagé pendant un instant, pensant qu'elle est la seule à le comprendre vraiment. Mais contrairement à ses attentes, Ji-hoon crie avec enthousiasme et suggère que puisqu'ils sont tous d'accord, ils devraient fêter ça en buvant ensemble ce soir, ce qui choque et déconcerte Ji-hoon, l'amenant à croire que la pression du travail a rendu tout le monde fou. Ji-hoon se demande désespérément comment il s'est retrouvé dans un lieu de travail qui rend ses employés fous avec un travail constant. Tout ce qu'il a jamais voulu de son emploi au gouvernement était d'atteindre un équilibre entre vie professionnelle et vie privée, travailler et se reposer avec modération. Alors qu'il s'éloigne, il aperçoit une personne mystérieuse portant un sweat à capuche et un masque, et il le reconnaît immédiatement. C'est le pétitionnaire qu'il a rencontré plus tôt dans la journée. Ji-hoon ressent un sentiment de danger. La personne semblait instable, et il doit s'éloigner de lui rapidement. Mais l'homme l'arrête et lui demande s'il est l'employé qu'il a rencontré ce matin. Ji-hoon se souvient comment Ji-hoon a dit à cet homme que ses demandes ne pouvaient pas être satisfaites parce que c'était des ordres venant d'en haut. De retour dans le présent, l'homme demande à Ji-hoon pourquoi il l'ignore, et Ji-hoon essaie d'expliquer qu'il ne fait que suivre les procédures. Et Ji-hoon intervient, demandant à l'homme de revenir le lendemain car les heures de travail sont terminées. Sur ce, l'homme perd son sang-froid, criant furieusement qu'il est ignoré, puis attaque violemment Ji-hoon, le blâmant pour tous ses problèmes. Ji-hoon tombe au sol, trempé dans son propre sang, tandis que son agresseur se tient au-dessus de lui, criant que ce n'est pas une façon de vivre sa vie. Alors que Ji-hoon perd conscience, il se demande ce que cela signifie même. Et dans ces derniers instants, tout ce à quoi il peut penser est son simple rêve, travailler avec modération et se reposer avec modération. Soudain, Ji-hoon se réveille et se retrouve indemne, vérifiant son corps avec étonnement. Il réalise que cela fait longtemps qu'il n'a pas été poignardé, mais il se retrouve maintenant dans le corps d'un autre jeune homme avec de longs cheveux et des vêtements traditionnels, maintenant connu sous le nom d'Ilmak, anciennement Seo Ji-hoon. Un autre homme l'appelle en lui demandant de l'eau, et Ilmak répond immédiatement en l'appelant oncle Taïen. Une année entière s'est écoulée depuis l'incident de la poignardage qui a coûté sa vie, et il a eu une seconde chance de vivre en étant transporté dans ce monde d'arts martiaux. Heureusement, grâce au souvenir d'Ilmak, le garçon dont il habite maintenant le corps, il n'a pas eu beaucoup de mal à s'adapter à sa nouvelle réalité. Ilmak a découvert que sa devise de sa vie passée, travailler avec modération et se reposer avec modération, correspondait parfaitement à cette vie paisible. Il pensait qu'il pourrait vivre le reste de ses jours dans cette paix et ce confort, mais il a vite découvert que cette idée ne durerait pas longtemps. Ilmak sent que l'avenir paisible auquel il aspirait s'est réduit en cendres. Soudain, un immense incendie engloutit l'auberge où il travaille, et Ilmak se précipite pour essayer d'éteindre les flammes avec des seaux d'eau. Il se demande avec colère pourquoi le feu s'est déclaré dans leur auberge en particulier, mais décide que la priorité maintenant est de faire sortir tout le monde en sécurité. Il aperçoit son oncle Taïen piégé sous une poutre en bois en feu et se précipite vers lui pour le sortir, mais il se fiche sur place, choqué par ce qu'il voit à l'intérieur, où un vieil homme aux longs cheveux blancs se tient à côté du cadavre de l'aubergiste. Le vieil homme lui dit calmement que la raison de ses actes était que les nouilles qui lui avaient été servies étaient dégoûtantes. Ilmak condamne cette raison triviale, mais le vieil homme insiste sur le fait que la nourriture était si mauvaise, et brûler l'endroit n'était qu'un bonus supplémentaire. Le vieil homme se tourne vers Ilmak, remarquant que son talent est gaspillé à servir aux tables et lui offre la chance de devenir son disciple, le menaçant de mort s'il refuse. À ce moment-là, des souvenirs de sa mort et de sa vie passée reviennent à Ilmak, et comment il a été tué par un fou qui prétendait être ignoré alors qu'il ne faisait que suivre les procédures. Il voit maintenant la même folie chez ce vieil homme qui tue et brûle tout un bâtiment pour un mauvais bol de nouilles. Ilmak bouillonne de colère et crie au vieil homme d'arrêter ses conneries, se demandant s'il pense qu'agiter un couteau lui donne le droit de faire ce qu'il veut. Il continue de crier qu'il n'écoutera jamais un fou comme lui et exige qu'il lui rende la vie équilibrée dont il rêvait. Juste à ce moment-là, un autre homme avec un cache-œil apparaît et frappe Ilmak d'un coup rapide, le laissant inconscient. Alors qu'il gît sur le sol, Ilmak pense qu'au moins cette fois, il a réussi à dire tout ce qu'il avait sur le cœur, contrairement à sa vie passée, et se demande à nouveau si sa demande de travailler et de se reposer avec modération est vraiment si difficile à exiger. Le vieil homme ordonne qu'Ilmak soit emmené avec eux.
Ilmak se réveille soudainement pour se retrouver à l'intérieur d'une calèche en mouvement et panique lorsqu'il voit le vieil homme devant lui disant calmement qu'il est réveillé. Ilmak est étonné d'être encore en vie car il était sûr que l'homme le tuerait après qu'il lui ait crié au visage. Le vieil homme le surprend avec des excuses, admettant qu'il mentait et que le véritable responsable de la destruction de l'auberge est l'Alliance Murom. Le vieil homme explique que l'Alliance l'a piégé alors qu'il traversait la région comme prétexte pour renforcer leur autorité. Ilmak doute de l'histoire de l'homme, mais ne peut pas l'écarter complètement. De son expérience de travail à l'auberge, il a réalisé que tous les artistes martiaux, qu'ils soient d'un sexe juste ou mauvais, n'étaient rien de plus qu'une bande de voyous. Ilmak demande à l'homme pourquoi il a menti en premier lieu, et il répond qu'il voulait tester son caractère. Le vieil homme ajoute que l'esprit d'Ilmak l'a grandement impressionné parce qu'il a choisi la mort plutôt que de devenir le disciple d'un ennemi. Le vieil homme exprime sa satisfaction, affirmant que son jugement des gens n'a jamais été faux. Mais Ilmak corrige cela dans son esprit, convaincu que l'homme est en fait sénile. Le vieil homme explique qu'il n'avait pas d'autre choix. L'histoire officielle serait qu'un ennemi du peuple est passé, mais personne ne croirait qu'une personne comme celle-là laisserait un simple garçon de course en vie. Il le tuerait sûrement et le blâmerait pour tout l'incident. L'homme lui dit que cela ne lui laisse que deux options, soit devenir son disciple et le rejoindre, soit mourir aux mains de l'Alliance Murim. Réalisant la gravité de sa situation, Ilmak change soudainement de ton et demande respectueusement à l'homme son nom, et le vieil homme remarque ce changement soudain. Le vieil homme se présente comme Ayukrion Iloui. Ilmak ne reconnaît pas le nom, alors le vieil homme explique que son titre est plus célèbre. Dans les plaines centrales, il est connu comme le démon céleste. Ilmak se souvient immédiatement de la signification de ce titre tiré des romans d'arts martiaux. Le démon céleste est un symbole de puissance martiale écrasante et le dirigeant de la secte démoniaque. Bien que la secte ait des noms différents, le titre signifie finalement un chef de secte, mais la seule différence est que leur pouvoir est incroyablement immense. Ilmak pense que s'il s'agissait d'un culte moderne, il refuserait immédiatement de s'y joindre en raison de son association avec des activités criminelles. Mais puisque ce n'est pas le cas, ce n'est peut-être pas si mal. Le démon céleste interrompt ses pensées, lui demandant à propos de l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée dont il criait, ce qui embarrasse Ilmak. Ils atteignent leur destination, et le démon céleste demande son nom. Ilmak répond qu'il n'a pas de nom de famille, juste Ilmak. Le démon céleste l'accueille dans la secte où de nombreux adeptes sont alignés, agenouillés pour les saluer. Les adeptes saluent leur maître, le démon céleste, et lui demandent le salut, et Ilmak est rempli d'un sentiment de crainte. La scène est beaucoup plus grandiose qu'il ne l'avait imaginé, et il pense à ce que ça doit être d'être le chef d'un culte religieux, se demandant si les autres le regarderont différemment maintenant. Le démon céleste l'emmène dans un palais appelé Bonga Majeune et lui dit qu'il sera sien s'il accepte d'être son disciple, lui demandant d'y rester jusqu'à ce qu'il prenne sa décision. Il promet d'enquêter personnellement sur qui a envoyé les assassins à l'auberge car il comprend qu'Ilmak doit être très peiné par la mort de son oncle qui était comme un père pour lui. Et il jure sur son nom en tant que démon céleste qu'il l'aidera dans cette affaire, qu'il devienne son disciple ou non. Ému par cette promesse, Ilmak se prosterne devant lui, le remerciant et l'appelant maître. Le démon céleste est surpris par la rapidité de sa décision, mais Ilmak confirme qu'il a déjà pris sa décision. Il n'a pas d'autres options de toute façon et fera de son mieux. Le démon céleste qualifie sa décision de sage et lui dit qu'il nommera un accompagnateur pour le servir et le garder grâce à qui Ilmak apprendra les voies de la divine secte du démon céleste. Et Ilmak le remercie encore une fois. Ilmak voit une fille s'approcher et suppose que c'est l'assistante dont le démon céleste a parlé. Il se dit que les choses avancent à un rythme fou, comme on pouvait s'y attendre de la part d'un culte religieux. Ilmak est stupéfait par sa beauté, pensant qu'elle ressemble à une star célèbre, et l'idée qu'une fille aussi belle prenne soin de ses besoins quotidiens le trouble. Mais il se réprimande rapidement, se rappelant que s'il considère sa vie passée, il a techniquement la trentaine. Alors qu'il pense que s'impliquer avec elle serait, la jeune fille s'incline devant lui, se présente comme Jin-Aon et lui dit qu'elle sera à son service à partir de maintenant. Ilmak se rétracte immédiatement, décidant qu'il devrait peut-être reconsidérer la question. Il justifie ce changement d'avis en raisonnant que son corps actuel n'a que 15 ans, donc l'écart d'âge entre eux n'est pas si important. Ayon interrompt ses pensées et s'excuse de devoir dire cela lors de leur première rencontre, mais elle lui dit qu'il doit commencer à se préparer à s'inscrire au Mataguan. Ilmak se demande ce qu'est le Mataguan, et elle explique que c'est la meilleure académie de la secte où les membres distingués s'inscrivent à l'âge de 16 ans et que tous les hauts fonctionnaires de la secte en sont diplômés. Elle ajoute que puisqu'il est le disciple du démon céleste, il doit obtenir son diplôme en tête de sa classe afin de ne pas faire honte à son maître. Ilmak se rend compte que cette tâche ne sera pas facile du tout. Ayon reconnaît que le temps est court, mais le rassure de ne pas s'inquiéter. L'atmosphère change soudainement, devenant plus sérieuse et stricte et Ayon déclare qu'elle fera de lui le plus fort. Elle commence immédiatement un régime d'entraînement épuisant, lui ordonnant de scander les slogans de la secte comme l'avènement du démon céleste tout en faisant des pompes et lui crie que sa voix est trop basse et qu'il doit le refaire. Elle continue de le pousser sans relâche, criant pour qu'il redresse ses bras. Ilmak s'effondre complètement d'épuisement, et elle lui crie à nouveau de se relever. Ilmak alerte qu'il ne peut pas continuer. Ayan lui demande sèchement si quelqu'un l'a menacé avec une épée pour le forcer à faire cela,
lui rappelant que c'est la secte divine qu'il a choisie lui-même. Ilmak crie intérieurement qu'il n'a pas choisi cela et que c'est elle qui le menace maintenant. Elle l'attrape et lui dit qu'il doit endurer avec une persévérance et une détermination absolue. Il a l'air choqué, mais accepte puis s'effondre sur son épaule en pensant que tout le monde dans cette secte démoniaque est fou. Alors qu'il est allongé, Ayan se dit que l'étendue de son entraînement aujourd'hui a largement dépassé les limites des êtres humains ordinaires, surtout pour quelqu'un qui n'a jamais appris les arts martiaux auparavant, ce qui prouve que son corps est béni par les cieux. Elle est émerveillée par la capacité du démon céleste à reconnaître un talent aussi remarquable et confirme que c'est la raison pour laquelle on ne peut s'empêcher de le vénérer. Puis elle chante avec enthousiasme les slogans du sexe. Ilmak se réveille la nuit dans sa chambre en se demandant où il est. La dernière chose dont il se souvient, c'est de s'être entraîné avec Jinayeon. Il se rend compte qu'elle est dans la pièce en train de lui masser le dos avec de l'énergie interne. Il s'éloigne d'un bond dans un état de panique et de choc. Elle lui dit calmement qu'elle le soignait avec une technique de guérison pendant qu'il dormait, ajoutant que le traitement n'est pas encore terminé et lui demande de se rallonger pour le terminer. Bilmok accuse Jin-Yeon d'être un sergent instructeur sévère et croit que sa technique de guérison n'est qu'un moyen de le guérir rapidement afin qu'elle puisse le renvoyer à l'entraînement épuisant. Ce traitement lui rappelle des souvenirs douloureux de son entraînement militaire dans sa vie passée, et il estime que cette expérience a été assez de souffrance pour lui. Il crie qu'il ne peut pas vivre comme ça et exige au moins une pause toutes les demi-saisons, un terme du monde du jeu qui signifie environ 1 heure. Il affirme que la valeur la plus importante dans sa vie est l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée et qu'il défendra son temps de repos quoi qu'il arrive. Ayan rejette catégoriquement sa demande, expliquant qu'il a 15 ans et qu'il ne lui reste qu'1 an avant de s'inscrire au Matagan, il n'y a donc pas de temps pour la complaisance. Ilmak s'inquiète et se demande si elle continuera à être aussi cruelle et lui demande ce qui se passera s'il meurt d'épuisement. Elle répond calmement qu'il n'est pas si faible qu'il s'effondre à cause de cette quantité d'entraînement et ajoute que s'il devait mourir, elle le suivrait volontiers jusqu'à la mort et continuerait à le servir même en tant qu'esprit. Ilmak est terrifié par cette loyauté extrême et la qualifie d'obsédée, lui demandant d'arrêter de parler de mourir avec lui et de présenter cela comme de la loyauté. Il se sent stressé mais se rend compte qu'il n'y a pas d'autre issue. Il décide qu'il ne sert à rien de discuter et change de stratégie, annonçant que s'il doit vivre comme ça, il préfère tout abandonner. Elle lui demande ce qu'il veut dire par là, et il répond de manière provocante qu'il va ternir la réputation de son maître, puis mourir. Le visage de Ayan change, et elle lui demande s'il regrettera d'avoir dit cela. Ilmak répond avec confiance qu'il ne le fera pas, ajoutant que son maître pourrait souffrir de la stigmatisation d'avoir un disciple inutile, mais ce ne sont pas ses affaires. Elle lui demande s'il pense qu'elle restera les bras croisés à regarder cela se produire. Ilmak la met au défi en lui demandant si elle va essayer de le tuer. Elle l'attaque immédiatement et lui donne un coup de poing dans la poitrine, lui disant qu'elle coupera tout bourgeon qui pourrait faire honte au démon céleste, et qu'elle se fiche que les autres la traitent d'apostat car c'est une vie qu'elle était prête à abandonner de toute façon. Ilmak sourit sarcastiquement et souligne que si le maître le tue, cela signifie que le maître lui-même est celui qui l'a traité d'apostat. Ayan arrête son attaque, choqué par sa logique. Ilmak se dit qu'être audacieux était la bonne solution. Il se rend compte que sa seule force réside dans le fait d'être le disciple du démon céleste, et il a dû pousser jusqu'à la limite pour utiliser ce point à son avantage. Il croit que cette fanatique a complètement mordu à l'hameçon et est maintenant confuse au sujet de la décision de son maître. Après l'avoir mise dans cette situation difficile, Ilmak précise qu'il n'a jamais dit qu'il ne s'entraînerait pas. Il lui dit qu'il n'a que 2 exigences. Premièrement, il veut une pause toutes les demi-shijin, 1 heure, pendant l'entraînement. Deuxièmement, il veut une garantie de 3 shijin et demi, 7 heures de sommeil. Ayan demande à Ilmak s'il est vraiment satisfait de ces simples exigences, et il confirme avec hésitation qu'il l'est. Ilmak ajoute qu'il s'entraînera dur s'il obtient ce qu'il veut car il ne veut pas non plus faire honte à son maître. Ayan accepte ces conditions, mais l'avertit qu'il doit tenir sa promesse de s'entraîner dur, puis lui ordonne de se remettre au sol pour continuer le traitement et terminer la séance. Ilmak regrette intérieurement sa dureté lors des négociations, se demandant s'il aurait dû être moins strict. Le lendemain, il est temps de s'entraîner aux arts martiaux avec le démon céleste lui-même. Le démon céleste observe Ilmak s'entraîner dur jusqu'à ce qu'il s'effondre et commente avec admiration son assiduité. Ayan attribue le mérite à l'incroyable concentration d'Ilmak, ajoutant qu'à ce rythme, il n'aura aucun problème à atteindre le niveau avancé des arts externes. L'Ilmak épuisé se dit bien sûr, car il considère qu'il est naturel d'atteindre ce niveau après une année d'entraînement aussi éreintant et que le vrai problème aurait été s'il était resté faible. Il se rend compte que les pauses qu'il a négociées sont ce qui l'a permis de tenir jusqu'à présent. Ayan marche à côté de lui et met son bras autour de lui en disant que tout va bien. Le démon céleste annonce qu'à partir d'aujourd'hui, Ilmak commencera à apprendre les arts démoniaques avec lui. Ilmak réfléchit à la signification de ce terme, et le démon céleste explique que le mot démon dans leur secte n'a pas de signification négative, mais qu'il est l'essence de l'humanité et un pouvoir pour protéger les innocents et vaincre les méchants. Ilmak en déduit que les arts démoniaques ne sont probablement qu'un nom pour les arts martiaux spéciaux de la secte. Cependant, en raison de la nature de l'endroit, il décide de ne rien accepter aveuglément. Il demande hardiment à son maître s'il y a des inconvénients aux arts démoniaques. Le démon céleste rit de cette idée, affirmant qu'ils n'ont que des avantages,
dont le plus important est qu'ils permettent une progression rapide. Puis il ajoute avec hésitation qu'il pourrait y avoir des effets secondaires. Il explique que le risque de déviation clé est élevé, mais il croit qu'Ilmak est capable de le surmonter. Ilmak bouillonne en secret, maudissant le chef de la secte pour ne pas avoir mentionné cette affaire grave dès le début. Ilmak demande prudemment plus de détails sur les types d'arts martiaux et leurs effets secondaires. Le démon céleste accepte, disant qu'il allait l'expliquer de toute façon, et lui demande d'écouter attentivement et de décider ensuite. Il commence par la technique explosive de l'épée Mara, un art destructeur et puissant capable de faire exploser des sommets de montagne, et son effet secondaire est des problèmes de contrôle de la colère. Le deuxième art est les arts démoniaques manuels, un art de la glace qui peut geler toute une zone, et son effet secondaire est l'hypersexualité. Le troisième art est la technique de l'épée de l'âme folle, un art de l'épée infiniment variable, et son effet secondaire est des hallucinations auditives et visuelles. Alors que la liste s'allonge, Ilmak se couvre le visage de désespoir, se demandant s'il choisit un art martial ou une maladie mentale. Ilmak demande paniqué à son maître s'il maîtrise lui-même tous ses arts martiaux avec leurs défauts, et le démon céleste répond par une autre question, se demandant ce qu'il en serait si c'était le cas. Ilmak est complètement choqué, incapable de croire que c'est réel, et pense que le démon céleste n'est pas seulement un chef de secte, mais un hôpital psychiatrique ambulant. Le démon céleste le rassure en lui disant qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter car il est possible de surmonter les effets secondaires des arts démoniaques. Il explique que les étapes des arts démoniaques sont divisées en 3 niveaux principaux. Le stade de débutant est appelé Ipma, et le stade où les effets secondaires atteignent leur apogée est appelé Gayakma. Et quand on est capable de se débarrasser complètement des effets secondaires, on atteint le stade final appelé Talma. Ilmak demande avec inquiétude ce qui se passe si quelqu'un est incapable d'atteindre le stade de Talma de toute sa vie. Le démon céleste pose sa main sur son épaule et lui dit que c'est la raison pour laquelle il l'a choisi. Il lui rappelle le test qu'il lui a fait passer et l'assure que, grâce à sa nature droite, il sera certainement capable d'atteindre Talma. Ilmak crie intérieurement sa frustration car il veut savoir ce qui se passera s'il ne parvient pas à l'atteindre. Le démon céleste ignore sa question et lui demande de prendre sa décision maintenant et de choisir l'art démoniaque dans lequel il s'entraînera. Après avoir réfléchi, Ilmak annonce qu'il souhaite apprendre l'impitoyable épée de Sezidam. C'est un style d'épée connu pour sa série infinie de mouvements continus et qui a été nommé ainsi parce qu'on dit qu'il vole l'âme de l'adversaire, et son effet secondaire est un trouble de la personnalité obsessionnelle compulsif. Ilmak a choisi cet art en pensant qu'une obsession de la symétrie serait au moins quelque chose de gérable et que la recherche de la perfection pourrait améliorer ses chances de survie, mais il sent que les choses ne se passeront jamais comme il l'espère. Le démon céleste lui dit qu'ils commenceront par apprendre quelques mouvements de base et qu'il les démontrera lentement en premier, et Ilmak est d'accord avec enthousiasme. Il explique le premier mouvement, la lame de Sezidam volante, et précise qu'il est lié au mouvement de dégainer l'épée pour bloquer l'attaque d'un adversaire. Il lui ordonne de faire un pas en arrière avec son pied droit, de dégainer l'épée dans la même direction que l'attaque de l'ennemi, puis de bloquer l'attaque tout en se préparant au mouvement suivant. Le démon céleste lui demande de l'imiter. Ilmak pense que l'explication semble compliquée, mais au final, il s'agit juste de dégainer une épée, se demandant à quel point cela pourrait être difficile. Mais quand il essaie, l'épée reste coincée dans son fourreau. Le démon céleste le corrige, expliquant qu'il ne s'agit pas seulement de la main qui tient l'épée, mais qu'il faut aussi faire attention à l'angle de la lame et à la main qui tient le fourreau. Il guide ses mains, et Ilmak réussit à dégainer l'épée, ce qui lui vaut l'approbation de son maître. Son maître lui dit qu'il ajoutera quelques ajustements, et qu'ils continueront à s'entraîner. Ilmak continue à s'entraîner, se sentant satisfait, pensant que peut-être à cause de son jeune âge, il apprend tout rapidement. Le démon céleste dit à Ilmak qu'il balancera son épée lentement et lui ordonne de bloquer l'attaque en utilisant la technique de la lame de Sezidam volante tout en dégainant son épée. Malgré le mouvement lent, la pression était intense, mais Ilmak réussit à bloquer l'attaque avec compétence. Son maître le félicite et l'encourage à continuer. Ilmak est surpris de lui-même. Il a bloqué l'attaque naturellement sans utiliser consciemment la posture qu'il avait pratiquée et commence à se demander s'il est un génie. Une fois la séance d'entraînement épuisante terminée, le démon céleste lui dit que c'est suffisant pour les bases de la technique et qu'il a très bien fait. Ilmak le remercie et regarde son corps, émerveillé par ses nouvelles capacités. Comme les frappes finales de son maître étaient si rapides qu'il pouvait à peine les suivre des yeux, et pourtant il a réussi à toutes les bloquer sans aucune erreur. Le démon céleste annonce que la prochaine étape consiste à lui enseigner la méthode de culture de l'énergie interne. Comme Ilmak a commencé son entraînement à un âge avancé, son maître l'aidera personnellement à guider son énergie. Son maître pose ses mains sur son corps, expliquant qu'il guidera son pouvoir interne dans les voies énergétiques d'Ilmak selon le style impitoyable de l'épée de Sezidam et l'avertit de suivre le flux d'énergie avec une attention particulière. Ilmak ressent une sensation étrange et excitante qu'il n'a jamais éprouvée auparavant alors que l'énergie commence à se déplacer à l'intérieur de son corps à travers différents points d'énergie. Il remarque que le pouvoir interne de son maître est doux, mais que sa présence est forte et claire. Et grâce à cette guidance, il a pu mémoriser le flux d'énergie et l'emplacement de toutes les voies et a réussi à former un petit noyau d'énergie de la taille d'un haricot.
Son maître le félicite d'être entré dans le stade d'Ipma et l'encourage à continuer de s'efforcer jusqu'à ce qu'il atteigne le stade de Talma. En reconnaissance de ses bons progrès, le démon céleste l'invite à dîner ce soir avec ses frères aînés de la secte car c'est le moment idéal pour les présentations. Ilmak accepte de se purifier d'abord et de le rencontrer plus tard, et son maître lui dit qu'il l'attendra. Ilmak soupire car il n'est pas enthousiasmé par un autre dîner de groupe. Il pense que ses frères aînés sont en fin de compte ses rivaux pour le poste de démon céleste, alors que tout ce qu'il veut, c'est vivre dans la paix et le confort. Ilmak demande à Jin-Ayan quel art démoniaque elle a appris, et elle répond que c'est l'art démoniaque manuel. Ilmak se souvient du givre qui se formait parfois autour d'elle et se rend compte que c'est la raison, ce qu'elle confirme. Ilmak est choqué car il se souvient soudain que l'effet secondaire de l'art démoniaque manuel est l'hypersexualité. Ilmak regrette de découvrir cela maintenant qu'il a commencé à s'habituer aux choses, se demandant pourquoi elle a choisi cet art particulier parmi tous ceux qui étaient disponibles. Pendant qu'Ilmak est dans la salle de bain, il est submergé par l'anxiété en pensant à l'effet secondaire de l'art martial que Jin-Ayan maîtrise, qui est l'hypersexualité, et imagine le chaos qui pourrait s'ensuivre si elle perd le contrôle d'elle-même. Il imagine que les choses pourraient devenir chaotiques, alors il trempe sa tête dans l'eau pour bannir ses pensées. Yon lui dit que les effets secondaires de l'art démoniaque manuel diffèrent entre les hommes et les femmes. Ilmak est surpris et lui demande ce qui arrive aux femmes alors. Elle explique que pour les femmes, leur rationalité devient plus vive et qu'elles pensent plus logiquement que d'habitude. Ilmak trouve cet effet secondaire très léger par rapport aux autres et demande s'il y a autre chose. Elle admet que des sentiments comme l'empathie et la compassion s'affaiblissent chez elle, et Ilmak est horrifié, réalisant que cela signifie qu'elle pourrait se transformer en psychopathe. Mais Ayon ne considère pas cela comme un défaut, mais plutôt comme un avantage car cet art a été créé pour punir les apostats. Ilmak crie intérieurement que c'est littéralement la définition d'un effet secondaire et la traite de fanatique. Elle s'excuse pour la confusion qu'elle a causée, et Ilmak réalise soudain une vérité terrifiante et lui demande si elle avait vraiment l'intention de le tuer la dernière fois qu'elle lui a attrapé le cou et décide qu'il doit cesser de prendre la chose à la légère. Après s'être habillé, il se prépare pour la partie importante de la soirée qui est de rencontrer ses frères aînés. Il se souvient de ce que Ayan lui a dit plus tôt, qu'il est le 8e disciple du démon céleste. Mais il sait aussi que la moitié des disciples sont morts soit d'une déviation de QI, soit au combat, ne laissant que 4 personnes en vie, dont lui-même. Il se rend compte que le taux de survie n'est que de 50%, mais il est déterminé à survivre. Il s'encourage avec son ancien nom, Seo Ji-hoon, puis entre dans la salle à manger et annonce son arrivée en tant que plus jeune disciple, Ilma. Le démon céleste l'accueille et le présente aux autres comme le plus jeune disciple qu'il ait accueilli dans ces dernières années. Son premier frère aîné, Wi Jinok, le salue chaleureusement. Ilmak se souvient que Jinok pratique la technique de l'épée Mara de l'esprit explosif dont l'effet secondaire est une colère incontrôlable. Il était devenu un ennemi du peuple connu sous le nom de démon fou parce qu'il avait déchaîné cette colère sur des fonctionnaires corrompus. Bien qu'il ait réussi à surmonter le dangereux stade de Gyakma, il n'a jamais atteint le stade final de Talma, ce qui fait de lui une bombe à retardement sur le point d'exploser. Ilmak rend la salutation respectueusement tout en se mettant en garde de ne pas se laisser tromper par son sourire amical et de rester vigilant. Jinok lui tape fermement dans le dos. Ilmak sent que l'atmosphère n'est pas trop mauvaise et se dirige vers son 3e frère aîné, pensant qu'il pourrait être plus facile de lui parler puisqu'il avait à peu près le même âge que lui avant de mourir. Ilmak s'incline et se présente, mais il est surpris par la réaction de son 3e frère aîné, Seo Wampion, qui lui demande avec colère pourquoi il s'est incliné 2 fois et s'il le considère comme un cadavre car s'incliner 2 fois est un rituel réservé aux morts. Ilmak se souvient que Seo Wampion pratique les 14 arts de l'ombre, un style d'épée connu pour sa vitesse et sa furtivité. Il s'avère que l'art martial de Seo Wampion est un art démoniaque axé sur l'assassinat. Son effet secondaire est la paranoïa, où il voit toujours les pires possibilités dans chaque situation. Le problème est que Seo Wampion est bloqué dans le stade complet de Gyakma, le pic des effets secondaires, c'est pourquoi il se sent si lésé par la salutation d'Ilmak. Wampion accuse Ilmak de souhaiter sa mort en s'inclinant 2 fois. Il s'approche de lui et lui demande pourquoi il ne peut pas le nier si ce n'est pas vrai. Ilmak ne sait pas comment se sortir de cette situation, réalisant que Wampion interprétera tout ce qu'il dira négativement. Le frère aîné, Wi Jinok, intervient en riant, disant à Wampion qu'il pousse sa blague trop loin. Il ajoute que la faim l'a peut-être rendu sensible et lui offre de nouvelles baguettes. Wampion s'excuse, confus. Ilmak s'excuse aussi, disant que c'était de sa faute de ne pas connaître les bonnes manières. Ilmak est surpris par la situation, pensant qu'il croyait que cet endroit n'était rempli que de fous, mais il semble qu'il y ait une personne saine d'esprit parmi eux. Il pense que ce doit être son 6e frère aîné, John Richu, et que c'est peut-être celui sur lequel il peut le plus compter. Mais Richu lui dit que ce n'est pas le moment et lui demande de saluer son frère aîné, en pointant un espace vide. Un autre homme rit et demande à Richu de quelle bêtise il parle. L'homme appelle Richu 4e frère aîné. Ilmak est confus et se demande à qui il parle car le 4e frère est censé être mort au combat. Puis il se souvient soudain que l'art démoniaque que Jang Richu pratique est la technique de l'épée de l'âme folle, et son effet secondaire est des hallucinations auditives et visuelles, c'est-à-dire la schizophrénie. Wijin a crie fort et joue avec Ri Chu, disant qu'il semble que le 4e frère lui manque.
Richu s'excuse, disant que c'est arrivé à nouveau. Le démon céleste commente que son cœur se réchauffe de voir les frères se soucier les uns des autres, et Ilmak se sent terrifié, pensant que c'est un vrai cauchemar et se demandant comment cette réunion va se terminer. Il a faim et décide de manger, se souvenant qu'il n'avait même pas pu manger lors du dernier dîner d'entreprise. Mais alors qu'il essaie de manger, les autres continuent de discuter de questions de travail, ce qui l'agace beaucoup. Wijinok remarque la confusion d'Ilmak et lui dit qu'il va tout lui expliquer à l'avance car il finira par les rejoindre dans ses affaires. Ilmak accepte d'écouter attentivement, pensant en lui-même avec résignation. C'est parti, je me joins à eux. Wijinok commence à expliquer la situation à Ilmak, précisant que le démon céleste et ses proches collaborateurs effectuent des tournées d'inspection périodiques des territoires de la secte. Il explique que lors de la dernière tournée, une variable inattendue, Ilmak, est apparue dans une auberge, ce qui a attiré l'attention du maître. Et pour la sécurité d'Ilmak, le maître a dû retourner au quartier général en premier. Pour cette raison, le maître a organisé ce dîner de travail aujourd'hui pour écouter les rapports des disciples aînés qui ont terminé les tournées d'inspection et en même temps pour présenter Ilmak à ses frères aînés. Après l'explication, le démon céleste demande à Ilmak son opinion sur la discussion jusqu'à présent car il est intéressé à connaître son point de vue sur la façon dont la secte divine prend soin du peuple. Puisqu'Ilmak vient de l'extérieur, il veut entendre son point de vue nouveau et savoir s'il a des idées d'amélioration. Ilmak se rend compte que c'est un test. Il sait que l'objectif de tous ses frères aînés est d'atteindre le poste de démon céleste, et ils sont prêts à se battre sans hésitation pour ce poste. Mais Ilmak ou Seo Ji-hoon est complètement différent. Il ne se soucie pas de cette lutte de pouvoir. Tout ce qu'il veut, c'est se détendre et manger autant que possible. Il sait que les fanatiques comme Jin Aeon ne le laisseront pas se relâcher. Par conséquent, il décide qu'à partir d'aujourd'hui, il doit complètement s'éloigner de leur cercle d'intérêt en jouant le rôle du gestionnaire intermédiaire éternel, quelqu'un qui ne se soucie pas du poste supérieur et n'a pas l'intention de prendre parti pour qui que ce soit. Pour réussir, il doit apparaître comme quelqu'un qui manque de quelque chose, pas trop intelligent, pas trop exceptionnel. Il doit être comme un nouvel employé plein d'enthousiasme mais ignorant, quelqu'un qui essaie fort mais n'obtient pas de grands résultats, ou en d'autres termes, un échec ambitieux de première classe. Et heureusement pour lui, il connaît la réponse parfaite à cette question, une réponse inspirée par le système bureaucratique dont il a souffert dans sa vie passée. Ilmak commence à présenter sa proposition en disant que premièrement, il doit établir un système de rapports clairs et des formulaires standardisés. De cette façon, les supérieurs ne font qu'examiner les rapports tandis que les rangs inférieurs exécutent les ordres, soulageant ainsi les frères aînés de la peine d'effectuer eux-mêmes le travail de terrain. Deuxièmement, il suggère de diviser les tâches et de les spécialiser avec des fonctionnaires qui tournent périodiquement entre différentes régions et différents services. Il explique que laisser quelqu'un dans le même emploi pendant une longue période augmente le risque de corruption. Et en changeant leurs fonctions et leur région, ils peuvent être empêchés de collusion avec les pouvoirs locaux. Il ajoute que tant qu'il existe un système de rapports détaillé, les transferts ne seront pas un problème, et donc la rotation des services sera facile. Il conclut que ces deux mesures se complètent, ce qui est en fait la solution idéale. Intérieurement, Ilmak se demande si ces absurdités bureaucratiques ont un sens dans ce monde. Il sait par son expérience passée que la division des services et les systèmes de rapports sont le point de départ pour que chacun se soustrait à ses responsabilités. Les rapports s'accumulent, le travail est retardé et les rapports qui descendent deviennent la base de l'attribution des responsabilités. La rotation des services est également chaotique car il est rare qu'un ancien employé laisse quoi que ce soit à son successeur. Wijinok se prépare à remettre ce bleu à sa place et à lui montrer la différence entre le fantasme et la réalité et ce qui se passe lorsque l'enthousiasme est sans substance. Ilmak se dit qu'afin de faire réussir son plan de paraître un bleu ignorant, il est prêt à encaisser quelques coups. Mais contrairement à ses attentes, Wijinok lui tapote la tête puis le serre fort dans ses bras en riant, disant au maître que le plus jeune frère est beaucoup plus intelligent qu'il ne le pensait. Ilmak se tient là, confus par ce revirement soudain. Jinak loue la proposition d'Ilmak, soulignant qu'il a pris en compte la possibilité de corruption parmi les travailleurs et que son système proposé est conforme aux 6 principes. Ilmak crie intérieurement que ce n'est pas du tout ce qu'il voulait dire. Le démon céleste rit, notant que l'insistance d'Ilmak sur le mot parfait semble être un effet secondaire de son art martial qui provoque des troubles obsessionnels compulsifs. Ilmak le nie secrètement à nouveau. Le troisième frère aîné, Seo Wan-pyong, commente qu'il ne s'est pas passé un seul jour depuis qu'Ilmak a commencé à s'entraîner, pourtant ses réalisations dans les arts martiaux, en plus de son esprit, sont impressionnantes. La frustration d'Ilmak grandit. Le maître décide de mettre fin à la discussion sur le travail pour le moment et appellera Ilmak plus tard pour parler avec lui en privé, annonçant qu'il est temps de profiter de la fête. Ilmak les supplie intérieurement d'arrêter. Plus tard, Ilmak réfléchit au fait que le système bureaucratique sud-coréen, malgré son âge, est certainement plus développé que n'importe quel système dans le monde des arts martiaux. Il avait découvert que la secte divine n'avait pas de système réel, mais était juste un gâchis où le démon céleste donnait des ordres et tout le monde devait les exécuter. Il se rend compte que son erreur était de supposer qu'une structure organisationnelle existait sur la seule base de l'autorité du maître. Après le dîner,
Ilmak dit à Jin Yeon qu'il va sortir un moment pour digérer sa nourriture, et elle lui demande de revenir avant que l'entraînement externe aux arts martiaux ne commence. Il se dit que grâce à sa proposition réussie, sa charge de travail a encore augmenté. Il se plaint que son temps est déjà limité avec la récente édition des études de doctrine et se demande quand il est censé se reposer. Il sort en marchant, souhaitant pouvoir trouver quelque chose pour l'aider à se détendre. Il aperçoit une petite fille qui marche devant lui et pense au mot guérison. Il se rappelle qu'il est Seo Ji-hoon dans sa trentaine et ne devrait pas être affecté par le simple fait de voir un enfant mignon. Il remarque qu'elle a l'air effrayée et décide que la priorité est de la calmer avec un comportement mature. Il s'approche d'elle avec un large sourire et lui demande doucement ce qu'elle fait ici. La jeune fille balbutie dans son discours, et il se rend compte que sa poupée est tombée dans l'eau, alors il lui dit qu'elle peut compter sur lui. La jeune fille montre où se trouve la poupée, et Ilmak saute dans l'eau profonde et la récupère pour elle. Il se sent embarrassé d'avoir essayé d'avoir l'air cool, mais la jeune fille le remercie d'avoir sauvé sa poupée. Il lui demande pourquoi elle jouait seule, et elle répond que personne à la maison ne joue avec elle. Il lui ordonne juste de s'entraîner. Ilmak est ému par ses paroles, réalisant que sa situation est très similaire à la sienne. Il se présente comme Ilmak, et elle se présente comme Siona. Il suggère qu'ils se rencontrent à nouveau le lendemain, puis se ravise et suggère qu'ils se rencontrent tous les jours à l'heure du déjeuner afin qu'ils puissent jouer avec elle quotidiennement. Siona demande à Ilmak si sa promesse de jouer avec elle tous les jours est réelle, et il l'assure avec enthousiasme que c'est une promesse ferme. Puis ils se font une promesse avec le petit doigt pour sceller leur accord. Quelques jours plus tard, pendant l'entraînement, Jin Aeon remarque qu'Ilmak semble de bonne humeur et lui demande si quelque chose d'agréable lui est arrivé récemment. Ilmak essaie de la distraire, affirmant que sa bonne humeur est due à ses progrès rapides dans l'apprentissage. Il se vante qu'à ce rythme, il s'attend à terminer ses études doctrinales dans 6 mois. Aeon est d'accord avec lui, et Ilmak se sent coupable d'avoir menti involontairement. Il a menti parce qu'il pense que si Jin Aeon découvre Siona, elle lui interdira de la rencontrer. Cette rencontre quotidienne est son seul moment de détente, et il est déterminé à le protéger quoi qu'il en coûte. Le démon céleste arrive soudainement et dit à Ilmak que ses progrès rapides sont une bonne nouvelle. Ils le saluent tous les deux. Le maître dit à Ilmak que l'opinion qu'il a présentée au dîner était excellente, mais qu'elle semblait un peu déconnectée de la réalité de la secte. Par conséquent, il lui confie une nouvelle mission, aller voir la secte par lui-même et proposer un plan d'amélioration basé sur ce qu'il voit. Ilmak essaie de s'en sortir, en disant qu'il est encore incomplet et qu'il a beaucoup à apprendre. Mais le maître répond que, bien que la formation soit importante, retarder cette mission pratique n'est pas sage. Le maître décide qu'il est préférable qu'Ilmak parte le lendemain, ce qui frustre Ilmak. Le maître ajoute que Aeon l'accompagnera afin qu'il puisse s'entraîner pendant son temps libre et ne pas s'inquiéter d'être à la traîne, et Ilmak déteste cette idée plus que tout. Plus tard, Ilmak retourne à l'entraînement en se sentant désespéré, et Aeon lui ordonne d'apprendre rapidement le jeu de jambes et l'art de la légèreté car ils n'ont pas beaucoup de temps. Tout ce à quoi Ilmak peut penser, c'est que Siona lui manque. Ailleurs, Siona s'entraîne seule et a l'air triste. Une femme s'approche d'elle et lui demande ce qu'elle fait. La femme lui dit sévèrement qu'elle n'est pas concentrée. Siona s'excuse, puis continue son entraînement sérieusement. La femme soupire, semblant impressionnée, et murmure le nom, Siona. Puis elle lui dit que ce n'est rien et lui ordonne de continuer à s'entraîner jusqu'à son retour. La femme s'éloigne, se reprochant d'avoir presque enfreint le protocole. Elle pense que c'est un moment crucial et s'excuse auprès de Siona dans son esprit, lui demandant de supporter encore un peu. Siona est de nouveau laissée seule. Le lendemain, Ilmak se prépare à partir avec un visage maussade tandis que Aeon marche devant lui en portant les bagages, et il pense au fait qu'il part vraiment le lendemain. Ilmak part, regrettant de ne pas avoir pu parler à Siona de son départ soudain et souhaitant savoir où vit sa famille afin de pouvoir au moins lui envoyer un message. Il s'excuse auprès d'elle dans son cœur et promet de revenir bientôt, lui demandant de l'attendre. Il est présenté à ses gardes personnels que le maître a désignés pour l'accompagner. Le premier est Jang Guei, et le second est Gwang Muyol. Ilmak les salue. Il se sent soulagé lorsqu'il se rend compte que le maître lui-même ne les accompagnera pas et commence à planifier comment faire semblant d'inspecter tout en faisant une pause. Il pense à acheter un cadeau pour Siona, mais se demande ce que les enfants d'un monde d'arts martiaux pourraient aimer. Mais ses plans de repos s'évaporent lorsque Jin Aeon l'empêche de monter dans la calèche, lui disant qu'à partir de maintenant, il courra à côté d'eux. Ilmak ne comprend pas ce qu'elle veut dire, mais la calèche démarre soudainement, le forçant à courir derrière elle tout en criant à Aeon en signe de protestation. Elle lui dit calmement que cela fait aussi partie de l'entraînement. Elle explique qu'il a appris le jeu de jambes léger hier, et maintenant il doit l'utiliser pour suivre la vitesse de la calèche. Elle continue de l'instruire pendant qu'il court, lui rappelant de garder sa taille droite et sa concentration aiguisée, soulignant que sa posture ne doit pas faiblir, quelles que soient les conditions difficiles. Elle lui dit qu'elle ne le laissera se reposer que pendant les exercices de respiration. Lorsqu'ils arrivent à destination, Ilmak s'effondre d'épuisement, se demandant quel genre de repos c'est. Les exercices de respiration dans une calèche tremblante ont été une expérience terrible, et il a à peine réussi à calmer son énergie déchaînée sans se reposer réellement. Aeon l'aide à se relever et lui dit qu'ils vont immédiatement se préparer pour la purification et les exercices d'activation des canaux sanguins.
Ilmak pense pendant un moment qu'elle a une certaine considération pour lui, mais elle ajoute que les études de doctrine commenceront après un shijin, 2 heures, et lui ordonne de finir de préparer ses documents d'ici là. Ilmak maudit sa malchance. Le lendemain, ils errent dans le village, et Ilmak trouve cela plus relaxant. Il décide qu'il se fiche d'améliorer la secte démoniaque et que toute suggestion qu'il fera signifiera plus de travail pour lui. Il décide de faire l'idiot même si une bonne idée lui vient à l'esprit. Aion lui demande son opinion sur l'endroit, et il répond qu'il semble être un joli village. Il s'enquiert de la nature du travail des croyants ici, et elle explique qu'il réprime habituellement les voleurs et les bandits. Mais comme ils sont proches du quartier général, il n'y a presque pas de méchants. Au lieu de cela, ils aident les gens ordinaires avec leurs problèmes quotidiens et répandent les enseignements sur le sexe. Après la visite, Aion lui dit qu'ils continueront demain selon le calendrier. Elle lui demande sarcastiquement, ne devrait-il pas visiter tout le Xinjiang pour trouver un moyen de s'améliorer? Elle souligne que le village suivant est à plus de 1000 li, ce qui signifie plus de courses. Ilmak l'arrête soudainement, annonçant qu'il a une excellente idée. Ilmak demande à Aion de lui apporter un pinceau, de l'encre et du papier, lui assurant que son idée fonctionnera à coup sûr. Ilmak pense qu'il a des idées, mais le problème est qu'il ne peut pas les mettre pleinement en œuvre dans les conditions de sexe. Cependant, il voit qu'avoir un plan incomplet est mieux que rien du tout. Et pendant qu'il écrit, il craint que son plan ne soit pas tout à fait parfait. Il craint également que son plan ne crée de nouveaux problèmes, alors il décide de l'utiliser comme norme de base et de déterminer le reste plus tard. Les deux gardes, Zhang Guiyei et Guan Muyol, l'observent à distance. Zhang Guiyei est impressionné par la capacité d'Ilmak à écrire tout cela sur la base d'une demi-journée d'observation seulement et se demande si les rumeurs concernant sa brillante stratégie sont vraies. Aion lui demande s'il fait référence au système de rapport qu'Ilmak a proposé précédemment, et Jiangui répond qu'il pensait que ce n'était qu'une rumeur, mais maintenant il ne peut plus douter de ses capacités. Guan Muyol reste sceptique, disant qu'avoir de nombreuses opinions ne signifie pas qu'elles sont bonnes, et qu'elles doivent être vraiment bénéfiques pour la secte. Jin Aion se joint à eux et est d'accord avec Muyol, mais ajoute que le jeune maître Ilmak est différent. Zanuei lui demande si elle croit en lui, et elle répond avec un léger sourire que lorsqu'il s'agit de se reposer, le jeune maître est imbattable. Aion présente le plan terminé aux gardes, et il l'admire, le décrivant comme excellent. Mais Ilmak n'est toujours pas satisfait, estimant qu'il manque un élément vital au plan pour qu'il soit parfait. Soudain, il se rend compte que cette obsession de la perfection pourrait être un effet secondaire de son art martial. Il rejette rapidement l'idée, se convainquant que la raison en est que les principales cibles de son nouveau plan sont les enfants, et qu'il nécessite une manipulation prudente. Il admet également secrètement que cela lui rappelle Siona. Alors qu'Ilmak pense à Siona, Aion l'arrête soudainement et lui ordonne de ne pas bouger. Elle regarde par la porte et voit un groupe de bandits à cheval s'approcher. Elle remarque qu'ils sont très organisés et en déduit qu'il s'agit très probablement de soldats déserteurs. Les gardes échangent des signaux, prévoyant de tous les éliminer, décidant d'observer tranquillement pour le moment. Aion remarque un regard déterminé sur le visage d'Ilmak. L'un des bandits déclare qu'ils tueront les hommes et vendront les femmes. Le chef des bandits s'y oppose, disant qu'ils voulaient seulement prendre leur richesse en dernier recours. Le chef ordonne à ses hommes de ne blesser personne, mais insiste sur le fait qu'il ne peut pas laisser ses frères mourir de faim et ordonne à la caravane de tout remettre en échange de leur vie. Le garde, Guan Mul, saute pour les attaquer, tandis que le chef des bandits déplore leur situation, souhaitant qu'ils aient pu vivre une vie décente. Ilmak crie depuis la calèche en disant à Mul de ne pas le tuer. Avant qu'il ne soit trop tard, Muyol change la trajectoire de son épée juste avant de couper le cou du chef. Les autres bandits se mettent en colère, traitant les membres de la secte d'ordures et jurent de tous les tuer. Aion se demande pourquoi Ilmak a hésité à les laisser tuer les bandits. Ce ne sont que des voleurs qui peuvent être facilement vaincus. Ilmak lui dit calmement de se taire et de regarder. Les gardes vainquent rapidement les bandits, et ils tombent tous inconscients au sol. Ilmak déclare que ces hommes seront la touche finale à son plan. Plus tard dans la nuit, le chef des bandits, Anguin, se réveille et se retrouve ligoté et son corps immobilisé. Ilmak apparaît devant lui et lui demande s'il est réveillé. Il l'appelle par son nom, et Anguin se demande comment il le savait. Ilmak lui dit que ce n'était pas difficile à découvrir car ces hommes ont tout avoué facilement après avoir été tentés par de la nourriture et de belles femmes. Ilmak révèle qu'il connaît l'histoire tragique de Anguin, comment un jeune officier l'a surpassé en raison de liens familiaux, comment il a été accusé de détournement de fonds lorsqu'il a essayé de le conseiller en tant qu'aîné, et comment il a échappé de justesse à l'exécution avec ses hommes, pour finalement se retrouver sur le territoire de la secte divine. Ilmak explique que même s'il essayait de rejoindre la secte, il serait rejeté pour avoir été un ancien soldat. Puis il le surprend avec une offre directe, lui demandant ce qu'il pense de servir la secte divine. Il se présente comme un disciple du démon céleste et dit à Anguin qu'il est la personne idéale pour une certaine tâche qu'il a en tête. Il lui promet que s'il obéit, il effacera ses crimes et l'aidera à rejoindre officiellement la secte. Il lui rappelle que ces hommes risquent leur vie pour lui et lui demande s'il ne préférerait pas qu'ils travaillent ensemble avec honneur. Anguin demande à Ilmak la raison de cette offre, ce qu'il voit en lui, et s'il n'a pas peur qu'il le trahisse. Jina en intervient et répond à sa place, disant que pour connaître un homme, il faut regarder ses disciples.
Elle ajoute que bien que ces hommes soient peut-être idiots, elle doute qu'ils suivent quelqu'un de vraiment mauvais. Han-gun se sent reconnaissant envers ces hommes une fois de plus. Ilmak se dit qu'avec ça, toutes les pièces de son plan sont en place. Plus tard, Ilmak présente son plan écrit au démon céleste. Il explique que son idée n'est pas grandiose, mais simplement d'établir une école. Il explique que bien que les efforts sexuels aient réduit le nombre de bandits, cela a entraîné moins d'occasions pour les enfants de ressentir la grâce et la protection du sexe, ce qui a entraîné un affaiblissement de leur foi. Son école vise à résoudre ce problème. Les enfants apprendront à lire, à écrire et la doctrine du sexe naturellement, élargissant l'influence du sexe et créant un système pour nourrir de nouveaux croyants. Le démon céleste décrit le plan comme brillant, et Ilmak pense sarcastiquement que ce plan parfait est le résultat de son effet secondaire des arts martiaux, mais il le nie dans son esprit. Le maître l'interroge sur une partie spécifique du rapport, se demandant s'il a l'intention d'enseigner autre chose que la doctrine, et Ilmak le confirme, révélant la dernière caractéristique de son plan. Les arts martiaux seront enseignés à l'école, diffusés comme une forme d'exercice quotidien. Le démon céleste demande à Ilmak s'il suggère d'enseigner les arts démoniaques aux enfants. Le maître explique que bien que les effets secondaires des arts démoniaques puissent être surmontés, les enseigner à ceux qui n'ont pas un cœur droit ne fera qu'accroître les souffrances inutiles. Ilmak répond que ce que les enfants apprendront, ce ne sont pas les arts démoniaques, mais les arts martiaux de base et externes. Le démon céleste en déduit qu'Ilmak a l'intention de sélectionner les plus exceptionnels parmi ses enfants pour leur enseigner les arts démoniaques plus tard, ce qu'Ilmak confirme. Ilmak ajoute que même s'ils ne finissent pas par apprendre les arts démoniaques, l'apprentissage des bases fera une grande différence dans leur vie, et ces enfants deviendront une source de force pour la secte. Ilmak révèle la dernière partie de son plan. Les soldats déserteurs qu'ils ont recrutés en venant ici aideront à cette affaire. Ils ont appris les arts martiaux militaires, qui peuvent être plus lents, mais sont exempts d'effets secondaires. Et puisqu'ils cherchaient de toute façon à rejoindre la secte, les utiliser facilitera la préparation des arts martiaux de base. Il ajoute que ce sont des individus polyvalents qui peuvent être utilisés comme gestionnaires d'académie dans les domaines où il manque une personne qualifiée. Le démon céleste loue Ilmak pour son travail acharné et ses contributions significatives. Et en récompense, il lui accorde l'honneur de nommer cette nouvelle académie comme il le souhaite. Il lui demande s'il a un nom en tête. Ilmak pense que l'idée de l'académie s'inspire de quelque chose du monde moderne, un endroit qui enseigne les arts martiaux et les exercices physiques tout en offrant une éducation du caractère, ce qui lui rappelle le taekwondo. Par conséquent, il suggère de l'appeler Tagub Dojo. Après cet exploit, Ilmak s'effondre sur son lit d'épuisement. Jinaon lui dit qu'elle reportera les études d'aujourd'hui, mais lui suggère au moins de prendre un bain avant de dormir. Ilmak refuse, disant qu'il veut juste passer à travers la journée, d'autant plus que le maître lui-même a loué son travail acharné. Aion accepte à contre-cœur, et Ilmak se sent soulagé que le voyage de travail soit enfin terminé et qu'il pourra enfin voir Siona demain. Après le départ de Aion, alors qu'il pense à sa rencontre avec Siona, il se demande si elle est contrariée contre lui pour avoir disparu sans prévenir et espère qu'elle lui pardonnera rapidement parce qu'il lui a acheté un cadeau. Soudain, quelqu'un apparaît dans sa chambre tard dans la nuit, et Ilmak lui demande pourquoi il est ici. Ilmak réalise avec effroi que c'est son troisième frère aîné, Seo Wampion. Wampion lui dit qu'il voulait le rencontrer à l'insu de ses gardes, qu'Ilmak considère comme des chiens de garde, pas des gardes. Wampion loue Ilmak en disant que le maître était très fier de lui et que ses idées comme le système de rapport et le Taguch Dojo étaient des méthodes qu'il n'aurait jamais pu imaginer lui-même. Ilmak se demande si Wampion est venu parce qu'il se sent jaloux de lui. Wampion continue de s'interroger sur la différence entre lui et Ilmak. Et pendant qu'il parle, il voit le cadeau qu'Ilmak a acheté pour Siona. Wampion réalise qu'Ilmak est fondamentalement différent de lui. Il semble être en bon terme avec une jeune femme, et il est naturel que personne ne déteste un homme intelligent comme lui. Il se compare à Ilmak, se décrivant comme vieux, usé et complètement incompétent, et conclut que quelqu'un comme lui devrait mourir ou plutôt devrait tuer tout le monde. Ilmak confronte la crise de paranoïa qui a envahi Seo Wampion, l'attrapant et criant que ce qu'il dit de lui-même n'est pas vrai et que la personne pour laquelle il a le deuxième plus grand respect ne devrait pas parler de cette façon. Wampion est surpris et demande avec hésitation s'il le respecte vraiment en deuxième position. Ilmak lui assure que leur maître est premier dans son respect, et Wampion vient juste après lui. Ilmak continue de le flatter, prétendant être une personne imparfaite avec beaucoup à apprendre et qu'il voit Wampion comme un modèle et un exemple à suivre. Il pointe ensuite le cadeau qu'il tient, expliquant que c'est pour une petite fille qu'il connaît et prétend qu'elle-même dit que les hommes comme Wampion sont très populaires tout en s'excusant secrètement auprès de Siona d'utiliser son nom. Wampion semble ému mais reste sceptique et demande à Ilmak s'il se moque de lui. Ilmak le nie fermement et renforce son mensonge en prétendant que le maître a dit quelque chose de similaire également. Ilmak explique que bien qu'il puisse sembler autrement, le maître le gronde toujours. Et chaque fois qu'il lui dit qu'il doit apprendre de son troisième frère aîné, il ajoute que le maître s'est beaucoup vanté des 14 frappes de l'ombre que Wampion maîtrise, les décrivant comme les plus grands arts d'assassinat au monde et que Wampion met toujours son esprit à l'aise. L'expression de Wampion s'assombrit soudainement et devient effrayante, et il demande d'un ton glacial si c'est vraiment vrai. Ilmak panique, réalisant qu'il a peut-être dit quelque chose de mal alors que Wampion dégaine soudainement son épée.
Wampion déclare que c'est la première frappe des 14 frappes de l'ombre et ordonne à Ilmak de contempler son épée et de se consacrer à perfectionner ses compétences d'épéiste. Il rengaine ensuite son épée, dit à Ilmak qu'il a apprécié son temps avec lui et jure de lui rendre visite souvent à partir de maintenant avant de partir, laissant Ilmak tremblant de peur. Après son départ, Ilmak pense qu'il pourrait avoir besoin de changer de sous-vêtements à cause de la terreur. Le lendemain, Ilmak dit à Aion qu'il sort pour digérer son repas, alors qu'en réalité, il est excité de finalement rencontrer Siona et prévoit de la couvrir d'affection pour compenser le manque de sommeil qu'il a subi à cause de la visite de Wampion. Mais Yeon l'arrête, lui disant que puisqu'il n'a pas pu faire ses études doctrinales hier, elle a l'intention de profiter de cette occasion maintenant pour rattraper ce qu'il a manqué. Ilmak crie intérieurement, se demandant pourquoi elle lui fait ça, mais Aion répond froidement que ses progrès sont plus importants que les siens. Elle lui demande s'il y a une autre raison qui l'empêche d'étudier maintenant. Alors il invente une excuse qu'il craignait de se sentir somnole après avoir mangé, puis se résigne à la situation et s'excuse secrètement auprès de Siona. Pendant ce temps, Siona l'attend à leur lieu de rencontre habituel. Pendant ses études, Ilmak se sent extrêmement somnole. Il admet qu'il est fatigué, mais cache la vraie raison qui était la visite terrifiante de Wampion la nuit précédente. Il demande à sortir prendre l'air, et Aeun lui dit qu'elle va l'attendre. Ilmak se sentait épuisé et se demandait si son troisième frère aîné lui rendrait visite tous les soirs. Il accepte la flatterie comme un moyen de rester en vie, mais il souhaiterait que Wampion respecte au moins ses heures de sommeil. Il réalise que c'est mal d'attendre une telle considération des membres de la secte, et tout ce qu'il souhaite, c'est faire une sieste paisible avec Siona. Soudain, il voit Siona devant lui dans le couloir, confus de sa présence ici, et remarque que ses cheveux semblent plus rouges que d'habitude. Elle l'appelle Ilmak Appa, et il lui demande avec confusion comment elle a su où il était. Il exprime son inquiétude qu'elle soit dehors si tard, disant que sa mère la grondera, mais elle l'attrape soudainement et lui demande d'un ton sombre pourquoi il l'a abandonnée, lui rappelant leur promesse de jouer ensemble tous les jours. Ilmak s'excuse rapidement, essayant d'expliquer qu'il y avait une vraie raison à son absence, mais elle le coupe, disant qu'il n'a rien fait de mal. Elle lui dit qu'elle comprend tout parce qu'il est le disciple vénéré du démon céleste puis l'invite à l'accompagner dans son clan où ils peuvent manger, dormir et jouer ensemble. Elle le taquine, disant qu'elle assumera l'entière responsabilité pour lui, et il lui dit de se ressaisir. À ce moment, Ilmak se souvient d'une vérité qu'il évitait, que Siona avait également appris les arts démoniaques et est un véritable membre de la secte. L'hallucination se brise soudainement, et Ilmak se retrouve allongé sur le sol en plein air devant Jin Aian qui lui demande pourquoi il est dans un tel état. Siona apparaît et demande à Aian qui elle est. Siona crie de colère et attaque Aian, l'accusant de s'interposer entre elle et son appât. Aian se demande si la fille est possédée par un esprit démoniaque. Ilmak crie, lui disant de ne pas lui faire de mal, expliquant qu'elle n'est qu'une enfant sous l'influence d'un démon sombre, et lui demande de simplement la maîtriser. Aian le met en sécurité et lui demande s'il va bien. Ilmak la rassure et lui pose des questions sur Siona. Aian lui dit qu'elle a utilisé une simple technique démoniaque pour ralentir temporairement ses mouvements et qu'elle se rétablira bientôt. Mais Siona se libère soudainement et attaque à nouveau, blessant Ilmak à l'épaule alors qu'il protège Aian. Siona lui dit de s'écarter pour qu'elle puisse tuer Aian. Elle lui demande jalousement si lui et Aian sont dans une sorte de relation spéciale. Dans un moment sombre, Siona pense que si Ilmak n'est pas à elle, il l'abandonnera. Mais cette pensée sombre disparaît quand elle voit Ilmak la serrer soudainement dans ses bras. Il s'excuse d'avoir disparu sans prévenir, expliquant que la mission de son maître était urgente, et il n'a pas eu la chance de lui dire, surtout que leur rencontre était un secret pour tout le monde. Ilmak continue ses excuses à Siona, expliquant que s'il lui avait parlé de son voyage plus tôt, elle n'aurait pas eu à s'inquiéter autant, mais il avait peur que cela n'interrompe leur temps ensemble. Il admet qu'il était égoïste parce qu'il détestait l'idée que leur rencontre soit interrompue. Aian demande à Siona si elle détestait beaucoup Ilmak, et Siona le nie, en pleurant. Siona à son tour s'excuse car l'épaule d'Ilmak a été blessée à cause d'elle, mais il la rassure en lui disant que ce n'est qu'une blessure mineure. Aian demande soudainement à Ilmak quand il est devenu si proche de l'héritière du clan Ukréon, et Ilmak est confus et demande si elle connaît aussi Siona. Il est choqué quand il entend le nom du clan, et Aian explique qu'il s'agit de Ukréon Siona, la seule petite fille du clan Ukréon. Plus tard, Aian déduit de la réaction d'Ilmak qu'il ne connaissait vraiment pas la coutume, et Ilmak lui demande de quelle coutume elle parle. Soudain, un groupe de femmes élégantes arrive sous la pluie, et on lui dit qu'elle expliquera plus tard. Quand Ilmak demande qui elles sont, et on lui dit que la dame à l'avant est Lady Shungwa, la mère de Ukréon Siona. Ilmak remarque que son visage en colère ressemble exactement à celui de Siona quand elle se fâche, et Siona réalise également que sa mère doit être très en colère. Ilmak rassure Siona et lui dit qu'il va parler à sa mère, lui demandant d'attendre. Siona accepte, et Aian lui demande ce qu'il va faire, ce à quoi il répond simplement qu'il va la rencontrer en premier. Ilmak et Aian s'avancent pour rencontrer Lady Shung HW et ses accompagnateurs. Il la salue et se présente comme le 8e disciple du démon céleste et demande si elle est ici pour Siona. La dame confirme, mais dit qu'elle veut d'abord lui demander quelque chose. Quel est son but? Ilmak fait semblant de ne pas comprendre, et elle lui dit de ne pas faire le malin. La dame explique qu'elle sait que Siona est venue ici seule pour le chercher,
ce qui signifie qu'ils se connaissaient avant. Et comme Siona n'initie jamais de contact avec qui que ce soit, cela doit signifier qu'Ilmak avait un motif et a enfreint la coutume. Ilmak est accusé de séduire Siona à ses propres fins, mais il le nie avec véhémence, insistant sur le fait qu'ils se sont rencontrés par hasard et sont devenus amis et que c'est la vérité, qu'elle le croit ou non. Il demande avec colère quelle est cette coutume qui met tout le monde en colère, et la dame lui demande si son instructeur ne lui a pas dit. Ayan s'excuse et admet que c'est de sa faute. Ilmak la défend en affirmant qu'elle s'est seulement concentrée sur sa préparation à l'examen d'entrée au Matagan. Ilmak demande poliment à la dame de lui expliquer, et elle accepte, mais demande à parler en privé car il est difficile de parler devant Siona. Après qu'il soit seul, Ilmak lui demande directement, quelle est cette coutume dont on ne peut pas parler devant elle. Lady Chongwa commence à expliquer la coutume, en précisant que les filles du clan Ukrian sont formées dès l'enfance à un art martial qui a un effet secondaire provoquant une nature obsessionnelle et extrême. Pour cette raison, la coutume interdit tout contact avec l'enfant jusqu'à ce qu'elle s'attache à un objet inanimé comme cible de son obsession. Ilmak demande si c'est par crainte que Siona ne fasse du mal aux autres, et la dame répond que si c'était aussi simple, il n'aurait pas besoin d'une coutume en premier lieu. Elle ajoute que le monde n'est pas si simple car il est naturel que les gens s'attachent les uns aux autres, mais ces attachements ne durent pas car les humains se blessent, tombent malades et finissent par mourir. Elle explique que ces risques sont plus grands pour ceux qui font partie de la secte divine. Car si la personne à laquelle ils sont attachés meurt, ils s'effondrent complètement. Elle révèle que dans le passé, des ennemis ont tenté d'exploiter cette faiblesse pour contrôler la famille Ukrion en menaçant la personne à laquelle leur fille était attachée. Jin Ayon conclut l'explication, confirmant que cette coutume vise finalement à protéger Siona, et c'est l'argument de sa mère. Après avoir fini de parler, Lady Chung HW se prépare à partir, disant que les adieux sont inutiles. Mais Ilmak l'arrête, lui demandant si elle a fini de trouver ses excuses. Ayon est choqué et essaie de rattraper la situation, demandant à Ilmak de s'excuser. Ilmak l'ignore et répète sa question sèchement, accusant la dame de maltraiter Siona. Il lui crie dessus qu'elle force sa fille à apprendre un art démoniaque sous prétexte de la coutume, puis utilise la même coutume pour lui refuser l'amour d'une mère, se demandant si elle a déjà donné à Siona le choix en la matière. Il continue de la blâmer, lui demandant si elle sait même ce que Siona veut vraiment et si elle ne voit pas, en tant que sa mère, qu'elle lui fait tout sacrifier. Lady Chungwa explose de colère, lui demandant ce qu'un novice comme lui sait pour cracher de telles bêtises, ajoutant en larmes s'il connaît l'ampleur du sacrifice qu'ils ont fait pour tourner le dos à leur fille. Ilmak répond froidement qu'il ne sait pas, mais il sait une chose. Toute cette farce s'est produite parce qu'elle manque de foi. La dame est stupéfaite par son accusation, puis hurle qu'il ne sait rien et l'attaque pour le tuer. Soudain, sa main s'arrête en plein vol alors que le démon céleste est arrivé et se tient devant elle. La dame s'agenouille immédiatement et salue le chef de la secte. Le maître dit qu'il s'est précipité ici pour qu'Ilmak ne soit pas en retard à son entraînement, mais au lieu de cela, il a trouvé une scène dont il n'avait jamais été témoin auparavant. Il regarde Ilmak et lui dit qu'il a beaucoup de questions. Mais d'abord, il veut savoir ce qu'il voulait dire quand il a osé parler d'un manque de foi dans cette secte divine. Pendant ce temps, Siona attend toujours dehors sous la pluie face à la colère du démon céleste. Ilmak commence à expliquer sa position. Il cite les paroles antérieures de son maître selon lesquelles tous les effets secondaires des arts démoniaques peuvent être surmontés. Il remet ensuite en question la coutume actuelle en soulignant qu'elle suppose de manière préemptive que Siona ne parviendra inévitablement pas à surmonter les effets secondaires. Avant d'être mal compris, il précise qu'il ne veut pas accuser la dame d'un manque de foi dans la secte, mais parlait de la foi en tant que mère, la suppliant de croire un peu plus en sa fille. Ilmak affirme que Siona n'est jeune que d'âge, mais qu'elle n'est ni stupide ni faible, et qu'elle est tout à fait capable de surmonter les effets secondaires de son art martial. Même si son énergie dévie, avec un peu d'aide, elle sera sûrement capable de la surmonter par elle-même. Il conclut son discours en disant que Dame Chongwa, en tant que mère, connaît mieux que quiconque cette vérité. La dame est touchée par ces paroles et lui demande comment il peut autant croire en Siona. Ilmak répond que c'est parce que Siona est une enfant du grand et fier clan Ukréon. Siona, qui écoutait à distance, fut profondément émue. Sa mère la voit et lui dit qu'il est temps de partir, mais Siona tente de dire quelque chose. Sa mère lui demande froidement si elle a l'intention de demander à revenir ici, et Siona répond fermement que oui, jurant de devenir quelqu'un de digne du clan Ukrian. Elle promet de manger toute sa nourriture et de s'entraîner encore plus dur, le tout en échange de la permission de revenir. Sa mère ajoute une autre condition, elle doit aussi étudier dur, et Siona accepte joyeusement. Après leur départ, le démon céleste commande qu'il semble que l'enfant du clan Ukrion soit déjà obsédé par Ilmak. Il l'avertit que même si les choses se sont terminées aujourd'hui avec une blessure mineure, ses effets secondaires pourraient entraîner sa mort dans d'autres circonstances. Il lui demande s'il peut vraiment la gérer. Ilmak répond avec assurance que Siona ne lui fera jamais de mal, et que même si elle le faisait, il est prêt à tout endurer. Le démon céleste sourit et lui dit de faire comme il l'entend, admirant secrètement le courage de son disciple. Le maître pense qu'Ilmak a non seulement conçu un système profond auquel il n'avait pas lui-même pensé, mais qu'il a également confronté directement le puissant clan Ayukrian. Il se rend compte que si cette affaire est bien gérée, le clan deviendra un allié absolu d'Ilmak,
ce qui serait précieux même si Ilmak ne reste plus son disciple à l'avenir. Quelques jours plus tard, pendant une pause de l'entraînement, Ilmak pense avec soulagement qu'il n'y a pas eu d'autre friction avec le clan Ukrian. Siona accourt vers lui et se jette joyeusement dans ses bras. Ilmak se rend compte que personne ne peut trouver à redire à une affaire dans laquelle le démon céleste a personnellement fait la médiation. Il se souvient du moment de l'arrivée tardive de son maître et de son intense peur à ce moment-là, tandis que Siona lui demande s'il a bien étudié. Il lui caresse la tête, convaincu que les affronter ce jour-là était la bonne décision. Ilmak pense que la maltraitance infantile franchit toutes les limites, même dans la secte démoniaque, et qu'il a besoin de ces moments de calme avec Siona pour ne pas perdre la tête. Siona lui demande ce qu'il a fait ce jour-là, et Ilmak se souvient du cadeau qu'il a apporté pour elle. Il lui dit qu'il est parti en voyage d'affaires et qu'il a vu quelque chose qu'il pensait qui lui irait bien, alors il l'a acheté pour elle. Il lui demande si elle veut l'essayer, et Siona est profondément émue, serrant la boîte dans ses bras et pensant que c'est le premier cadeau qu'elle a jamais reçu de son frère. Quand Ilmak lui demande pourquoi elle hésite, elle lui dit que ça pourrait se salir, alors elle attendra de le porter un jour important. Jin-Aeon observe la scène à distance, pensant que Siona semble contrôler ses effets secondaires de manière relativement stable. Soudain, Yeon remarque deux personnes qui s'approchent, et Ilmak les reconnaît. Ce sont ses frères aînés, Jin-Aok et Seo Wampion. Yeon les salue. Alors qu'Ilmak se demande pourquoi Jinok est ici, car il est habitué aux visites nocturnes de Wampion. Wampion explique que c'est lui qui a accompagné Jinok ici, et Jinok explique qu'il est confronté à un problème de personnel dans le corps du Dragon Rouge et qu'il est venu demander l'aide d'Ilmak après que des rumeurs sur sa perspicacité se soient répandues. Il lui demande d'offrir sa sagesse à son frère aîné idiot. Ilmak craint que s'il refuse sa demande, la colère de Jinak n'éclate, alors il s'enquiert prudemment de la nature du problème. Ilmak décide de l'écouter tranquillement pour l'instant, puis s'incline et s'excuse, affirmant qu'il a peur de ne pas connaître la solution. Jinak lui dit que l'affaire concerne le choix du vice-capitaine du corps du Dragon Rouge, une décision difficile pour laquelle il n'aurait pas demandé d'aide si elle avait été facile. Ilmak se sent soulagé que Jinak ne se soit pas fâché et que sa charge de travail n'ait pas augmenté, considérant que sa réponse était parfaite. Jinak remarque la présence de Siona et la salue chaleureusement, mentionnant qu'il a entendu dire qu'elle rendait souvent visite à Ilmak, puis voit la boîte cadeau dans sa main. Jinak remarque que la boîte ne s'ouvre pas et propose son aide. Ilmak et Siona essaient de l'arrêter, insistant sur le fait qu'elle peut être ouverte facilement, mais Jinak utilise sa force excessive et brise la boîte en bois. Siona hurle d'horreur et de colère, lui demandant comment il ose briser le cadeau que son frère lui a fait. Jinok dit froidement « Désolé », et Siona l'attaque, criant qu'elle va le tuer, mais Ilmak lui couvre la bouche pour l'arrêter. Ilmak essaie de la calmer, soulignant que le contenu de la boîte est toujours intact. Siona pleure en tenant le cadeau, et Jinok commente que leur lien est plus profond qu'il ne le pensait. Ilmak demande à ses frères de leur laisser un peu d'intimité pour calmer Siona. Jinok s'excuse pour son acte stupide et s'en va, promettant de revenir. Après le départ de Wampion, les gardes se sentent soulagés et demandent à Ilmak de prendre soin de lui, tandis qu'Ilmak pense secrètement qu'il espère que Wampion ne reviendra jamais. Ilmak remarque que le tempérament de Jinok ne s'enflamme pas aussi facilement qu'il le pensait et pense qu'il peut peut-être se détendre un peu lorsqu'il a affaire à lui. Alors qu'Ilmak console Siona, elle dit soudain, « Le grand jeune maître est un imbécile. » Jinok, qui est sur le point de partir, se fige, et son visage se transforme en un masque de rage. Ilmak panique et essaie de faire taire Siona, craignant que Jinok ne l'ait entendu, mais il est trop tard. Jinok se retourne et demande d'un ton menaçant ce qu'elle vient de dire. Ayan et Ilmak paniquent tous les deux et disent à Siona de s'excuser rapidement. Seo Wampion dit à Ilmak de couvrir la bouche de Siona, mais Siona répète à haute voix que le grand jeune maître est un imbécile qui ne peut même pas ouvrir une boîte. Jinok explose de rage, ses yeux rougeoyants, et Ilmak se rend compte qu'il est dans de gros ennuis. Ilmak est confus, se demandant pourquoi Jinok se fâche maintenant alors qu'il s'était lui-même traité d'imbécile il y a quelques instants. Ilmak donne la priorité à la sécurité de Siona et crie à Jinok qu'il a trouvé une solution à son problème. Jinok s'arrête un instant et lui demande de quelle solution il parle. Ilmak improvise rapidement, suggérant de promouvoir le chef de la 3e équipe au poste de vice-capitaine, expliquant que sa faiblesse n'a pas d'importance. Il lui dit que puisqu'il est le capitaine, la force de combat de son adjoint n'est pas importante, et que le chef de la 3e équipe est le meilleur pour gérer le travail et serait un soutien parfait pour lui, espérant secrètement que cela suffirait à le calmer. Mais le plan se retourne contre lui car Jinak interprète ces mots comme une autre insulte disant « Alors tu dis que puisque je suis un imbécile, je devrais promouvoir le chef de la 3e équipe intelligent ?» Sa colère s'intensifie, et Ilmak se rend compte que la situation a empiré. Jinak lance une attaque féroce, et Ilmak se rend compte qu'il est trop tard pour esquiver, et qu'il doit bloquer le coup. Il essaie de bouger son corps aussi vite que possible et serre fermement son épée. Il réussit à bloquer l'attaque avec la technique de l'épée volante de saisie de l'âme, mais est étourdi par l'immense puissance de Jinak. Il pense que bloquer cette frappe était un miracle à son niveau actuel et crie intérieurement à l'aide de Seo Wampion pour qu'il s'occupe du Jinok enragé. Au dernier moment, Wampion apparaît derrière Jinok et lance une attaque surprise par derrière, mais l'autre l'évite facilement, puis le frappe fort.
Mais Seo Wampion endure le coup de poing et livre une série de coups qui frappent Jinok directement. Jinok est rejeté en arrière, son visage rempli de rage et de folie. Au milieu du choc d'Ilmak face à cette folie, Aion se précipite vers Ilmak et lui demande s'il va bien. Il la rassure et s'enquiert de Siona, et elle lui dit qu'elle a frappé ses points de pression et l'a mise hors de combat, et il la félicite pour cela. Aion voit le combat en cours et déclare qu'elle va se joindre à eux également. Alors que le combat entre les frères s'intensifie, Jin Aion demande à Ilmak de saisir l'occasion et de s'échapper. Ilmak se sent frustré, se demandant comment il peut s'échapper alors qu'ils ont désespérément besoin d'aide. Il se rend compte que l'écart de compétences entre ses frères est trop grand, et s'il s'échappe seul, il pourrait survivre. Mais Aion serait en danger de mort. Il en conclut que la seule façon pour tout le monde de survivre est qu'il intervienne. Pendant ce temps, Jinok continue son agression violente, et Seo Wampion tombe. Aion se précipita rapidement vers Jinok dans une tentative désespérée de l'arrêter avant qu'il n'aille trop loin. Mais Jinok attrapa ses vêtements avec une prise puissante, la souleva haut dans les airs, puis la claqua violemment sur le sol, causant un violent impact. Dans une tentative désespérée de changer le cours de la bataille, Ilmak crie à Jinok, le traitant d'imbécile. Il lui demande sarcastiquement si sa tête ne sert qu'à décorer et s'il ne comprend pas que c'est de lui qu'on parle. Il réussit à le provoquer, et Jinok se tourne vers lui et lui demande s'il veut se battre, puis l'attaque. Ilmak se dit que le jeu mortel de la poursuite commence maintenant. Yeon crie à Ilmak de courir. Wampion essaie de l'arrêter, lui disant de se reposer. Tout en déclarant qu'il protégera le plus jeune disciple, Ilmak explique qu'attendre de l'aide signifierait la mort de tous, et que la seule façon pour eux de survivre est d'amener Jinok aux autres. La bataille féroce continue alors que Jinok charge vers Ilmak avec une attaque sauvage, mais ce dernier esquive avec une agilité incroyable, évitant miraculeusement le coup. Jinok se précipite, saisissant l'opportunité, et abat un deuxième coup puissant sur Ilmak. Mais au dernier moment, Wampion apparaît soudainement et intercepte l'attaque de Jinok, bloquant le coup. Et Wampion demande à Ilmak quel est son plan. Ilmak crie un seul mot, cours, puis se met à courir. Yeon réalise son plan. Les gens ont entendu la commotion et commencent à arriver. Cela allégera le fardeau de Wampion, mais ce ne sera pas suffisant pour calmer Jinok sans la présence du maître. Par conséquent, Ilmak devait attirer l'attention sur lui. Il continue de courir en insultant Jinok, lui demandant pourquoi il attaque la mauvaise personne. Il réussit à obtenir toute son attention. Ilmak pense que tant que les autres empêcheront quiconque d'essayer de s'approcher de lui, le plan réussira. Jinok déclenche une attaque dévastatrice vers Ilmak. Au sommet de la rage de Jinok, il lance son épée dans une attaque dévastatrice, surprenant Ilmak car ce mouvement ne faisait pas partie de son plan. Une explosion massive se produit, et Wampion crie le nom d'Ilmak avec inquiétude. Le démon céleste arrive à ce moment et ordonne à tout le monde de reculer, tandis que le maître s'avance, louant leurs efforts et déclarant qu'il finira lui-même. Jinak reste enragé et crie des menaces à Ilmak. Le démon céleste lui ordonne froidement de se taire. Jinak lutte pour résister à l'ordre de son maître, et le maître lui demande s'il va le forcer à se répéter. Jinak crie de douleur alors qu'il combat le contrôle de son maître, puis finit par s'effondrer et se prosterner, saluant le maître de tous les démons avec une soumission totale. Ilmak tombe au sol épuisé et soulagé alors que les gardes aident à maîtriser Jinak. Ilmak regarde son maître avec admiration, réalisant qu'il est vraiment un démon céleste. Le saccage de Jinok est rapidement maîtrisé, et, heureusement, il n'y a pas eu de blessure grave, sa punition a donc été le confinement dans le hall fermé. Comme c'était Siona qui était la cause de l'incident, le clan Ayucrion ne s'est pas opposé à cette punition clémente. Mais la seule chose malheureuse était que Ilmak et Yon ont tous deux été blessés dans le combat. Malgré sa blessure, Yon insiste pour commencer leurs études. Ilmak proteste, se demandant comment ils peuvent étudier dans leur état. Yon lui demande s'il préférerait plutôt un entraînement d'arts martiaux externes, et il crie que ce n'est pas ce qu'il voulait dire. Elle lui explique que s'entraîner tout en étant blessé pourrait laisser des effets permanents, il doit donc supporter d'étudier pour l'instant. Le démon céleste leur rend visite, et il le salue respectueusement. Il leur demande de rester assis. Ilmak rassure son maître sur son état, grâce à la compétence des médecins. Le maître exprime son soulagement et décide de récompenser Ilmak pour sa vivacité d'esprit qui a minimisé les dégâts et pour ses réalisations passées. Ilmak s'interroge sur la récompense, et le maître lui donne le précieux élixir sexuel, Bokmedan. Puis il ajoute qu'il lui accordera également plus de temps pour l'entraînement, et Ilmak réalise que cela signifie plus de travail acharné. Aion pleure d'être si ému, considérant la grâce du maître comme vraiment céleste, tandis qu'Ilmak soupire de désespoir devant son enthousiasme excessif. Le maître dit à Ilmak qu'il a encore une chose à lui dire. Son premier frère aîné, Jinak, veut le voir. Il propose d'autoriser une réunion privée à titre exceptionnel. Ilmak hésite à le voir, mais réalise qu'il devra l'affronter un jour ou l'autre. Confus, Ilmak ne pose qu'une seule question. Les portes du hall fermé sont-elles solides?